cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est tristement d'actualité. Nous allons parler du harcèlement à l'école et en effet c'est de plus en plus fréquent et on va voir pourquoi c'est de plus en plus fréquent et surtout comment lutter. C'est en compagnie de Samuel Comblaise qui est avec nous. Mais d'abord je vais tenter de vous donner un peu une explication de quoi on parle quand on parle de harcèlement. En fait c'est une violence subie, qu'elle soit verbale, physique ou psychologique. Et évidemment, plus cette violence est répétée, plus on parlera de harcèlement. Alors c'est parfois des menaces, des insultes ou même des gestes brutaux. Bien souvent, l'enfant devient la proie de plusieurs enfants ou de plusieurs adolescents, ça dépend de l'âge évidemment. Il peut également recevoir de nombreux messages injurieux et tout ça évidemment ça va isoler l'individu, surtout qu'il n'ose pas toujours se confier à sa famille ou aux personnes qui sont à l'école. Donc je vous propose, si le sujet vous concerne ou si vous voulez des conseils afin de pouvoir mieux protéger votre enfant ou votre ado qui peut-être est concerné par le harcèlement, eh bien de nous appeler et de nous rejoindre au 0826 300 300. Bonjour Samuel Comblaise. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes psychologue, psychothérapeute, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence justement et vous travaillez sur le 3018, ce numéro vert où on peut appeler si on est concerné par le sujet du harcèlement. Exactement. Le 3018 c'est la ligne officielle du gouvernement puisqu'on est chargé par le gouvernement d'animer cette ligne et de permettre que les victimes de harcèlement et notamment de harcèlement dans la sphère numérique puissent être accompagnées et aidées. Quand on appelle le 3018, des psychologues, des juristes et des gens qui connaissent bien les usages numériques des jeunes sont capables de répondre et d'accompagner ces victimes. Et quand je dis accompagner, c'est pas une simple écoute, même si c'est une ligne d'écoute, c'est aussi une ligne d'action, puisque, et on aura l'occasion d'en reparler, le 3018 est signaleur de confiance auprès de tous les réseaux sociaux, tous ceux que vous pouvez connaître, ce qui nous permet de faire des remontées de signalements extrêmement rapidement et surtout, ces signalements sont suivis d'effets et on a la possibilité en quelques minutes ou en quelques heures de pouvoir faire supprimer ce dont vous aviez parlé tout à l'heure, des messages injurieux, des photos truquées, parfois des vidéos aussi qui transmettent des messages sur certaines victimes et qui sont extrêmement agressifs. Et on le sait, dans la sphère numérique, plus on attend, plus les contenus vont se diffuser. Bien et donc sûr, il est vraiment important d'agir très rapidement et grâce à ces accords de confiance que nous avons avec les réseaux sociaux, ça nous permet d'agir vite pour le bien des victimes. Pour retirer tout de suite le plus vite possible, en tout cas le message injurieux ou la photo. Tout d'ailleurs. à fait, absolument. Alors quel genre de... Qu'est-ce que vous pourriez dire qu'est-ce qui arrive le plus sur ce numéro 3018 ? Alors déjà, en termes de chiffres, si on veut donner une proportion et du coup aussi insister sur l'importance de ce phénomène, à peu près la moitié des appels reçus sur le 3018 sont des situations de harcèlement ou de cyberharcèlement. Donc ça veut dire que c'est une thématique extrêmement présente. Alors c'est évidemment le harcèlement dans toutes ses formes. Ça peut être des messages, des vidéos, des photos comme on l'a dit. Ça peut être du chantage aussi. Ça peut être des phénomènes un peu nouveaux dont on entend de plus en plus parler, comme le happy slapping par exemple, ces vidéos qui vont être tournées dans la rue par exemple, où un inconnu va être pris pour cible et on va s'acharner sur lui physiquement, violemment, et un complice en fait va filmer la scène et la diffuser sur les réseaux sociaux pour le plaisir d'exposer comme ça une personne anonyme à ces faits de violence. On peut avoir aussi ce qu'on appelle les comptes ficha, donc c'est des comptes en fait qui sont créés en vue d'afficher souvent des jeunes filles au travers de vidéos, de photos ou de données personnelles qui vont être comme ça affichées sur les réseaux sociaux. Le principe est assez simple. Par exemple, dans une classe, un garçon va se proposer de récolter toutes les informations que les autres garçons peuvent avoir sur les filles de la classe, et puis il va créer une espèce d'affiche. Il faut comprendre affiche ficha, donc c'est du verlan, et cette affiche va être diffusée sur les réseaux sociaux en vue de se moquer tout simplement des filles. Donc voilà, le harcèlement est très présent, et puis une des tendances aussi, c'est que c'est souvent du harcèlement où le corps ou la sexualité est mise en avant, puisque souvent des situations d'adolescents un peu amoureux vont commencer à se mettre en place, et parfois quand
quand malheureusement on se dispute dans une relation amoureuse, Oui, ça peut arriver. En fait, il peut y avoir une vengeance et les photos qui auront été collectées dans le cadre de la relation amoureuse vont servir d'arme pour faire du mal à l'autre, c'est ce qu'on appelle du revenge porn. Et ces situations, malheureusement, sont assez fréquentes. Ce qu'on appelle aussi la sextorsion, donc toutes ces situations où on va réussir en tant qu'auteur de harcèlement à recueillir des photos ou des vidéos d'une victime, et puis on va faire chanter sa victime pour en lui expliquant que si elle ne verse pas une somme d'argent à son auteur, eh bien les photos vont être diffusées. C'est évidemment un piège extrêmement efficace, puisque personne n'a envie de voir ces photos ou ces vidéos diffusées sur Internet, et souvent les victimes payent parfois des sommes assez importantes. Et dans ce cas-là, il faudrait appeler le 3018 pour que tout de suite vous puissiez réagir. Exactement, le 3018 d'abord va conseiller l'utilisateur selon la situation, va le rassurer aussi quand c'est possible, et va surtout lui donner des conseils à la fois pour agir en tant qu'utilisateur, et puis on va encore une fois transmettre le signalement auprès du réseau social pour supprimer les contenus, et dans les cas les plus graves, le réseau social peut aussi décider de fermer certains comptes, parce que parfois il y a vraiment des situations d'acharnement, et ça peut arriver que grâce à notre signalement justement les réseaux sociaux réagissent et empêchent en fait un auteur malveillant de pouvoir continuer à porter préjudice aux autres utilisateurs. À vous écouter, Samuel Comollet, ce que j'ai déjà envie de dire, c'est qu'il ne faut pas rester tout seul face à du harcèlement. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de possibilités de se faire aider, le 3018 bien sûr, mais il faut parler à l'école, aux parents, à la famille. Est-ce que on pourrait faire le portrait robot, si je puis dire, du bouc émissaire qui va subir le harcèlement au collège ou au lycée ou à l'école? Alors j'aimerais bien pouvoir vous dire, voilà, si on a tel profil d'élèves, il faut absolument les protéger davantage que les autres, parce que c'est des profils à risque. Toutes les études depuis, alors en France on a commencé dans les années 75 à peu près, 1975, à étudier le harcèlement, et on se rend compte qu'il n'y a pas de profil type de victime, il n'y a pas même de milieu socio-économique ou même géographique dans lequel il y aurait peut-être plus de victimes. Ce dont on se rend compte, c'est que quand même les filles sont plus victimes que les garçons, plus souvent harcelés. Et si on parle en termes d'âge, par des garçons ou par d'autres filles? Alors, les filles sont harceleuses aussi. On parle souvent du harceleur comme s'il n'était que masculin. C'est ça ma question. On est bien d'accord, mais ça peut être aussi des filles qui sont harceleuses. Et donc oui, non, les victimes sont plus des filles. Les filles sont plus souvent harcelées, peut-être parce qu'elles ont une moins bonne estime d'elles-mêmes, peut-être moins sûres d'elles, et peut-être plus une proie, si je puis dire, qu'un prédateur. Ça peut être ça, ça peut être aussi, on peut l'entendre parce que les filles sont davantage présentes sur les réseaux sociaux, statistiquement, c'est clair. Donc plus on s'expose, plus on est à risque de recevoir aussi malheureusement ce type d'agression. Souvent elles ont plusieurs réseaux sociaux aussi, donc voilà, il faut jouer sur différents canaux, et après il faut le gérer, parce que quand on reçoit une violence et des messages qui peuvent après donner le suite à du harcèlement, il faut réagir à mon avis très très vite pour pouvoir couper court extrêmement rapidement à ces messages et faire en sorte que justement la situation ne se transforme pas en harcèlement. Et après au niveau des âges, c'est vrai qu'on repère que le milieu du collège est un âge un peu critique pour les filles encore une fois, et la classe de 4e, début 3e est un moment où on a davantage de victimes de harcèlement, tout simplement parce que c'est un âge où les parents commencent un peu à perdre, lâcher du lest, à être peut-être moins regardants sur ce que font les jeunes, parce que les jeunes filles aussi à cette époque-là de leur vie commencent à être bonnes utilisatrices des réseaux sociaux, elles en connaissent les codes, etc. Et elles vont se mettre en avant. Alors parfois aussi en utilisant leur corps, parce qu'on sait très bien que ça crée de l'attention portée sur soi. Cette société assez narcissique, osons le dire, on le sait, elle est quand même aussi sujette au harcèlement, j'imagine. Oui, alors elle l'est parce que je dirais que les réseaux sociaux renvoient une espèce d'image un petit peu idéalisée de l'être humain, avec comment je vais dire ça, une espèce de croyance que pour être un être humain accepté, il faut avoir tel profil, il faut avoir tel poids, il faut avoir telle mensuration, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le temps passe, ça devient presque une norme non dite, non officielle. Et celui qui rentre pas dans la norme va être harcelé plus vite que l'autre. Exactement. Déjà, il va se sentir mal, et on le sait, les réseaux sociaux
ont un impact sur le bien-être psychologique des adolescents. C'est des choses qui sont vérifiées et confirmées par beaucoup d'études malheureusement aujourd'hui. Et effectivement, c'est difficile après quand on se rend compte que cette norme, on ne va pas réussir à pouvoir soi-même en être un représentant, je dirais. Eh bien, c'est compliqué et c'est vrai que le groupe d'adolescents peut se rebeller contre celui qui ne rentre pas dans le cadre de cette norme et de ces critères. Évidemment, tout au long de ces 2 heures, vous allez donner des conseils peut-être aux parents qui ont envie d'en recevoir. Et puis, si vous êtes concerné par le sujet, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. J'allais dire au 3018. Non, le 3018, c'est aussi appeler le 3018. À tout moment, bien sûr. Mais là, Samuel Comblaise, il ne peut pas répondre au 3018. Non. Il est avec nous sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Samuel Comblaise, on parle du harcèlement. Aujourd'hui, vous êtes psychologue et vous travaillez sur le 3018, ce numéro qui permet justement d'avoir des renseignements, des conseils, surtout pour toute personne qui serait harcelée. Je précise évidemment qu'en tant qu'adulte aussi, vous pouvez peut-être en ce moment subir du harcèlement. Si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de conseils, vous pouvez nous appeler également sur Sud Radio 0826 300 300. Lionel est avec nous. Bonjour, merci de votre témoignage. Bonjour Brigitte. Et bonjour Monsieur Comblaise. Bonjour Lionel. Bonjour. Écoutez, oui, en écoutant d'ailleurs Monsieur Comblaise en préambule de l'émission, c'est vrai que moi j'ai 45 ans, donc ce que j'ai vécu au final quand j'avais une quinzaine d'années et que j'ai intégré un internat de garçons est quand même bien décalé par rapport au harcèlement qu'on peut subir aujourd'hui avec les réseaux sociaux et la diffusion de l'image en fait qui peut aller très très vite, parce que moi à mon époque ça se réglait à coups de poing, ça s'est réglé d'ailleurs à coups de poing assez rapidement, où je suis tombé dans un espèce d'internat avec à l'étage des sports-études judo et des sports-études rugby, et quand vous faisiez pas partie de cette fraternité entre guillemets, vous étiez le souffre-douleur. Moi ça a duré. On revient à ce que vous disiez, Samuel, il faut être dans la norme, sinon on est le souffre-douleur. Dans la norme, exactement. Et vous n'étiez pas dans la norme, Lionel, c'est ça? Moi j'étais pas dans la norme, non. Moi je descendais de ma montagne, j'étais bien naïf, et là j'arrivais dans une grande ville, un grand établissement avec 2000 garçons, et effectivement j'étais pas dans la norme, quoi. J'étais pas dans les codes, et forcément vous êtes le pigeon du coin, quoi. Donc le sketch a duré quelques semaines jusqu'au moment où j'ai complètement vrillé. J'en ai éclaté un parce qu'il fallait bien de toute façon qu'à un moment donné, soit je subisse ça sur les années que j'allais passer dans cet établissement, soit je partais de cet établissement, soit tant pis, quoi. Le tout pour le tout, j'en ai éclaté un. Donc parce qu'en fait vous étiez donc en internat, c'est bien ça? Oui. Ouais, et il y avait personne à qui vous pouviez vous confier? Si, les premières semaines, en fait, la première semaine, quand vous rentrez le week-end, vous confiez ça à vos parents, qui appellent tout de suite l'établissement. Donc il y a une convocation des CPE, il y a une convocation, mais ça change rien. En fait, c'est un message un peu général, si vous voulez, parce que vous donnez pas de nom, parce que vous savez ce qui vous attend si vous donnez des noms. Et puis en fait, dès le soir même de la visite du proviseur et des CPE, ça recommence encore plus fort, parce qu'au final, ils se demandent qui a parlé, comment ça se fait que ça arrive là. Donc vous vous retrouvez dans une espèce de cercle extrêmement agressif, où vous savez très bien que ça peut pas se résoudre, ça peut pas se résoudre entre guillemets dans un monde d'adultes. Et en fait, c'est là où c'est très piégeux, parce que c'est les adultes qui vont pouvoir résoudre ça, et vous, ça vous met dans une position où vous comprenez que si vous demandez aux adultes d'intervenir, ça va être encore pire pour vous. Donc moi c'est vrai que j'ai pris avec mon caractère. Vous confirmez, Samuel, c'est comme ça aussi, parce que c'est horrible ce que nous raconte Lionel. Alors, que lui, ça va, il a su se défendre, mais ce qui est horrible en plus, je trouve, dans le témoignage de Lionel, c'est que ce qu'il évoque là à 30 ans, et c'est des paroles qu'on entend encore de la part de plein de victimes qui nous disent mais je n'ose pas en parler, ou quand j'en ai parlé il s'est rien passé, ou j'ai peur des représailles et du coup je garde le silence, et les adultes vers lesquels je me suis tourné m'ont dit je sais pas trop quoi faire, surtout dans la sphère numérique où on a l'impression que ça va être plus compliqué que dans la vie physique de résoudre ce problème. Et donc on voit que voilà, les choses avancent à tout petit pas, et que c'est un enfermement, et c'est un piège énorme quand on est victime de harcèlement, parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner,
parce qu'on a l'impression que personne ne peut nous aider et que les représailles vont arriver systématiquement dès qu'on va mettre des mots sur ce qui nous arrive. Or, je le redis très fort, le fait de parler est vraiment la solution, de ne surtout pas garder pour soi ce qu'on est en train de vivre et de se tourner vers des personnes de confiance. C'est extrêmement important. C'est ce qu'a fait Lionel, mais ça n'a rien changé. Voilà. Mais c'est après l'autre problème qui se pose, c'est la formation et la connaissance aussi que peuvent avoir les adultes de ce phénomène pour pouvoir soi-même se positionner, de pouvoir montrer que le harcèlement est quelque chose d'intolérable dans un établissement, que ce soit un internat ou un établissement scolaire, et de pouvoir montrer qu'il y a un cadre protecteur et c'est les adultes qui doivent l'apporter pour que tout individu dans un établissement quel qu'il soit puisse comprendre que son comportement est délictueux et qu'il n'a pas lieu d'être. Et alors Lionel, une fois que vous avez sorti les points, ça s'est calmé, ça s'est arrêté? Ça a duré 15 jours après où on se battait régulièrement. Bon, moi en fait je suis parti du principe que, alors c'est sûr qu'ils ils étaient plus costauds que moi, hein. Sport études rugby, sport études judo, c'est des gens qui font ça toute la journée. Donc moi j'avais de la force physique, mais j'étais pas un guerrier entre guillemets. Donc moi je suis parti du principe que j'allais prendre une rouste à chaque fois, c'était sûr. Mais par contre, ils allaient y laisser un morceau à chaque passage. Et je me suis dit qu'au bout d'un moment, à force quand même qu'ils viennent, et à force qu'ils y laissent des plumes eux aussi, hein, parce que moi je ramassais, mais ils ramassaient aussi, et ils allaient finir par se lasser. Effectivement, ils se sont lassés. C'est pas qu'ils se sont lassés, c'est qu'ils ont bien compris que ils commençaient aussi à ramasser aussi un petit peu fort. Donc, et c'est vrai que, vous voyez, là, ce que vous avez décrit, monsieur Comblaise, on évolue dans un monde, en fait, extrêmement, je trouve, dangereux. C'est-à-dire qu'on marche sur un fil extrêmement fin et si vous intervenez pas, c'est la catastrophe. Si on intervient, ça peut virer à la catastrophe. Quelle est la juste mesure en fait de l'intervention? Comment est-ce qu'on doit intervenir? La justice voudrait que la personne qui agresse ou qui menace ou qui harcèle soit sanctionnée immédiatement, mais soit sanctionnée, on va dire, de manière lourde pour qu'elle comprenne que il faut pas qu'elle le fasse. Sauf que si vous sanctionnez trop lourd, ça n'a plus la mesure non plus de ce qu'il a fait. Donc en fait, ça devient de l'injustice parce que vous avez sanctionné quelque chose qui est de l'ordre, on va dire, le problème, c'est que les ados, ils sont sans pitié. Donc, évidemment, on va vouloir marquer le coup, mais on peut pas marquer le coup trop fort parce qu'on est injuste. On peut pas le marquer pas assez fort parce que sinon, ça sert à rien. Donc, en fait, on évolue vraiment dans un truc extrêmement, extrêmement compliqué. Et honnêtement, moi, j'envie pas votre place déjà pour commencer, et j'envie pas les jeunes actuellement qui sont confrontés à ça. Parce que moi, j'ai résolu ça à grands coups de poing et à grands coups de tête. Ça a fonctionné. Ça aurait pu ne pas fonctionner, mais ça a fonctionné. Mais là, demain, si vous avez une cohorte de merdeux qui sont avec leur téléphone et qui balancent en fait vos images sur la toile et qui arrosent tous les réseaux sociaux d'images extrêmement dégradantes, vous avez quoi? Parce que vous pouvez pas péter la gueule à tout le monde. Enfin, quoique ça pourrait à la limite, ça pourrait être une solution. Mais le problème, c'est qu'en plus, on est dans un monde qui est quand même extrêmement judiciarisé. Donc, c'est-à-dire que quand vous frappez quelqu'un, maintenant, vous vous retrouvez très vite au commissariat avec des plaintes. C'est pas comme à l'époque où, entre guillemets, vous preniez une rouste, et voilà, c'était une bataille, c'était une bagarre et ça s'arrêtait là. Maintenant, vous vous retrouvez très vite aussi au tribunal, à la police et compagnie. Donc, c'est extrêmement complexe, finalement, de réagir de manière proportionnée. Comment dire? Ouais, de manière proportionnée à des faits comme ça. Donc, Mais c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, Lionel, pour essayer justement d'aider ceux qui nous écoutent, parce que en cas de harcèlement virtuel, on peut tout de suite réagir puisqu'on peut retirer très rapidement les menaces, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, le harcèlement n'a rien de virtuel puisque qu'il soit dans la sphère numérique ou dans la vie physique, les conséquences. Non, mais j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que c'est important parce que les conséquences et la violence, elle est bien réelle. Vous avez raison. C'est vrai que sur le plan judiciaire, il y a quand même beaucoup de situations de harcèlement qui sont vécues tous les jours et quand même très peu de condamnations où en général c'est des condamnations pour des situations extrêmement graves ou très médiatisées et qui font parler. Mais c'est vrai que l'idée reçue qui est pas totalement fausse en plus, c'est que quand on est harceleur, on risque pas grand chose. Même si normalement la loi prévoit 3 ans de prison et 45 000 € d'amende,
ce qui n'est pas rien, mais dans les faits, et les ados le savent bien, il y a pas des services, enfin pas des services, c'est dommage des centres... parce que 45 000 euros qui rentreraient comme ça dans les caisses de l'État, ça ferait... Oui, ou dans les caisses de la victime pour se reconstruire, parce que on en parlera certainement, et c'est peut-être même une question que j'aurais envie de poser à Lionel, c'est quelles conséquences ça a 30 ans après sur lui. On lui pose la question et puis il va nous donner la réponse dans un instant, Lionel. Parce qu'on sent quand même chez Lionel encore un peu de colère. Ah oui, clairement. Et ça vient certainement de cette époque justement où il avait 15 ans et où il s'en est pris quand même un petit peu beaucoup, même s'il a rendu des coups. On se retrouve dans un instant et puis ensuite on retrouvera notre Sexy News aujourd'hui, c'est Soisic Belin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Samuel Comblaise, nous évoquons le harcèlement. Lionel, vous aviez 15 ans, vous avez été harcelé dans un internat par des costauds, hein, et puis vous êtes un petit peu rebellé, rebiffé plus exactement, pour utiliser le mot exact. Aujourd'hui, Samuel Comblaise donc vous pose la question, qu'est-ce qui vous en reste? Moi j'entends quand même encore un peu de colère. En fait, ça m'a forgé. Si je dois être tout à fait honnête, et c'est ce que je discutais tout à l'heure avec Zach, qui reroute un peu les numéros dans et notre qui est émission. Formidable pour notre émission, je suis d'accord. Voilà. Donc moi personnellement, ça m'a forgé, ça m'a enlevé la peur en fait. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous avez peur de faire quelque chose, vous avez peur parce qu'on est ado, parce qu'on cherche. Moi, si vraiment je devais retenir une leçon de toute cette histoire, ça m'a complètement forgé. À partir de ce jour-là. Donc ce serait plutôt positif finalement. Mais bien sûr, mais pour moi évidemment, parce qu'en fait mes parents ne pouvaient pas intervenir, le proviseur et les CPE ne pouvaient pas intervenir. Au final, j'ai dû prendre une décision, moi, d'intervenir et de faire quelque chose qui me faisait... Lionel, j'entends, et bravo, et tant mieux, mais on ne peut pas laisser passer ça comme ça, parce qu'il y a quand même des gens, Brigitte, il y a quand même des gens qui se suicident, il y a quand même des... Non, Samuel Comblaise. Oui, non, mais je crois que Lionel, il est clair dans ce qu'il dit, c'est que ça l'a forgé lui. Peut-être qu'on pourrait se dire, il aurait pu se forger autrement, si on lui avait donné d'autres moyens. Je pense qu'il s'en serait saisi très, très facilement et autrement que par la violence. Et c'est vrai que c'est une idée reçue qu'on entend encore aujourd'hui beaucoup, c'est certains adultes qui disent mais le harcèlement on l'a tous vécu, ça aide à grandir, ça aide à devenir adulte, voilà. On est tous passés par là, c'est pas très grave, ça n'a jamais tué personne, et c'est évidemment pas vrai. Et je pense que toutes les victimes aimeraient pouvoir grandir autrement que par ce passage de vie extrêmement compliqué. Là, je dirais que Lionel, ça s'est imposé à lui, il n'a pas eu d'autre choix, il n'a pas pu trouver d'autres solutions que de répondre par la violence, et ça a marché. Aujourd'hui, vous avez réussi à grandir et à devenir adulte, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui endurcit, parce que quand on apprend dans cette période en plus de fragilité naturelle de l'adolescence, où on a besoin aussi de trouver sa place, de se construire, de trouver sa voie, quand on apprend que le rapport à l'autre est forcément fait de violence, et que nous on est vu que comme une victime sur lequel on peut frapper comme cela, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'être serein et de s'intégrer dans la vie de la société de manière paisible, quoi. Bon, en tout cas, ce que j'entends, Lionel, c'est que vous n'étiez pas un être trop fragile, et donc ça vous a construit quelque part, mais vous auriez été plus fragile, peut-être que ça vous aurait détruit. Oui, c'est fort possible. Mais si vous permettez, moi je pense qu'actuellement, aujourd'hui, je pense qu'on a une solution pour essayer de lutter. Ouais. Il faut frapper en fait là où ça fait mal. Les jeunes, il est très difficile en fait de les menacer avec la loi, parce qu'ils savent très bien que de toute façon, à leur âge, ils risquent absolument rien du tout, mais absolument que dalle. Que les 45 000 euros et 3 ans, c'est des peines maximales, et dans des cas, comme vous l'avez dit, extrêmement médiatisés. Donc on n'arrive déjà pas à les allumer pour des faits extrêmement graves. Alors là-dessus, c'est même pas en rêve. Par contre, il y a un truc qui pique, et moi j'ai deux filles, j'ai une fille de 16 ans et une fille de 19 ans, donc je l'ai déjà expérimenté, c'est de leur couper les réseaux sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, pour créer un compte, par exemple Snap ou Insta, ou peu importe, on n'a pas encore besoin de pièce d'identité. Ça commence à venir, où il y a apparemment, il est quand même en discussion de devoir demander en fait une pièce d'identité aux gens. Une fois que vous leur supprimez, vous les menacez de leur supprimer leurs comptes sociaux, moi, je trouve que cette menace, en fait, fonctionnerait extrêmement bien, parce qu'ils se construisent, en fait, avec ça. C'est-à-dire, vous les menacez de leur fermer, en fait, leurs comptes sociaux, et qu'il n'y ait plus accès. Je peux vous assurer que chez un adulte, ça n'a aucun impact. Chez un jeune ado, l'impact est quand même majeur, parce que à travers ça, en fait, ils ont
ils ont tout leur environnement social. Si au lieu d'une sanction pénale, exactement, si au lieu d'une sanction pénale qui a aucun sens et qui de toute façon fonctionnera pas et ne sera pas mise en place, on les sanctionne en fait avec une suspension, pas définitive bien évidemment, mais avec une sanction de cet ordre-là, ça peut peut-être fonctionner. Mais encore une fois, on n'a pas beaucoup de, vous savez, vous avez, sur Donald Trump, ça n'a pas tellement fonctionné. Hein. Ouais. Écoutez, on se rattrape. Mais c'est plus un enfant. Moi, mes filles, vous avez raison, c'est plus un enfant. Moi, mes filles, j'ai essayé de les tenir avec ce que je pouvais. Je peux vous assurer que les privés des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de la solution de Lionel? Lionel, il a raison sur le fait que parler à un jeune de peine de prison n'a aucun sens parce que c'est pas dans sa réalité. C'est quelque chose qui fait partie du monde des adultes. Donc c'est pas là-dessus qu'on peut avoir un levier. Le privé de ses réseaux sociaux, c'est le privé d'identité numérique, et c'est vrai que c'est très impactant. Hein, si vous voulez punir un enfant et lui faire comprendre un message, c'est vrai que de lui suspendre quelque temps ses jeux vidéo, ses réseaux sociaux et sa présence dans la sphère numérique, c'est assez efficace. Alors après, le problème évidemment, c'est qu'on peut recréer un compte très très rapidement une fois qu'il aura été supprimé, et que je pense que ce que vous êtes en train de décrire là, c'est un problème. Enfin, c'est une solution éducative en fin de compte. C'est comment est-ce qu'on va transmettre. Ça marche pas pour un parent avec son enfant, mais ça marche pas pour. Malheureusement, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir leurs parents à leur côté, vigilants, etc., et qui ont une vraie démarche, une vraie pensée, comme peut l'avoir Lionel. Je pense que néanmoins, quand même, une des grosses parties de la solution, une grosse partie de la solution, c'est de revoir l'éducation justement au numérique. Quelle éducation numérique aujourd'hui on propose aux enfants, quelle empathie on leur propose aussi de développer pour pouvoir se rendre compte que quand ils envoient un message à une personne loin d'eux parce qu'elle est encore une fois devant son téléphone, il va y avoir un vrai impact, et donc de pouvoir développer cette empathie. Alors en France, on a beaucoup de mal avec les émotions, on a beaucoup de mal avec l'empathie, on est un pays qui est très en retard par rapport à ça, mais dans les autres pays, notamment les pays du nord de l'Europe, où justement il y a des programmes d'apprentissage de l'empathie chez les plus jeunes dès l'école maternelle et dès l'école primaire, on se rend compte que ça a des conséquences, et évidemment très positives. On est le pays de Descartes, hein, je pense, donc je suis. Pas je ressens, donc je suis. Exactement, on est bien d'accord. Tout est le problème. On est bien d'accord. Et donc, pour revenir sur la proposition de Lionel, c'est vrai qu'une punition à partir du moment où elle a un but éducatif et qu'elle cherche à transmettre un message, c'est vrai que ça peut être efficace. Mais voilà, il faudrait que collectivement on se donne ces moyens-là, et puis encore une fois de pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière un écran, à savoir un être humain avec tout ce qu'il peut ressentir. C'est pour ça qu'on fait cette émission, Samuel Comblès, pour que tous les parents qui nous écoutent soient conscients de ça. Merci Lionel. Merci beaucoup. Merci à vous de votre témoignage. Soisic Belin est avec nous, notre Sexy News, et puis on va adoucir les mœurs avec la musique. On va. Voilà le début d'un cours, d'un atelier plutôt, ça fait un peu moins scolaire quand même, d'éveil musical destiné, vous l'aurez compris, aux enfants. Comme l'émission aujourd'hui traite du harcèlement et donc du repli sur soi qui en est la conséquence, j'ai décidé de vous embarquer dans un univers qui va au contraire permettre de travailler sur l'ouverture aux autres et jouer sur le développement notamment du jeune enfant, la musique. Et on constate depuis quelques années la multiplication des ateliers dédiés, avec l'organisation de ces ateliers qui sont pour la plupart privés. Il y a bien sûr... C'est au désir des gérants, donc ils peuvent proposer des ateliers thématiques, la musique et la mer par exemple, la musique et les couleurs, etc., etc. Ça peut être aussi en lien avec des compositeurs ou bien en mettant en avant un style musical particulier, le jazz par exemple. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, lorsque l'on parle d'enfance, on associe souvent la musique classique parce qu'elle paraîtrait plus douce, plus adaptée. Alors plus douce que le métal, oui certes, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne devrait y avoir que le classique qui soit initié aux enfants. C'est d'ailleurs le parti pris d'un atelier que j'ai testé et que je valide à 100%, celui de la Philharmonie de Paris. Les ateliers d'éveil sont destinés aux plus jeunes d'entre nous, entre 3 mois et 3 ans, ce qui est une grosse fourchette, mais vous l'aurez compris, ce n'est pas le même rapport que l'on aura selon l'âge, et l'interaction sera aussi différente. Donc vous avez emmené votre fille, c'est ça? C'est ça, parce que vous avez plus de 3 ans quand même, Soisic. Un tout petit peu plus, un petit peu. Mais elle a aussi un petit peu plus de 3 mois, donc j'étais dans la fourchette centrale, voilà, j'étais en entre-deux.
Donc ces ateliers sont parfaits parce qu'ils ne sont pas là pour parler on ne parle pas d'apprentissage en fait. Le but ce n'est pas de faire de votre enfant c'est de un développer virtuose. l'oreille, tout simplement. Voilà, développer l'oreille, on n'est pas là non plus pour les former au solfège, ils savent même pas a priori pas trop faire de phrases correctes. Mais c'est de créer donc un rapport naturel, donner le goût, l'envie, l'intérêt de la musique et permettre aux émotions qui découlent d'une écoute musicale de s'épanouir, et cela dans un cadre public. Un petit groupe d'enfants et d'accompagnateurs qui sont pour la plupart du temps les parents. On écoute celle qui est à l'origine de toute la programmation jeunesse de la Philharmonie de Paris, Agathe Laforge. L'idée d'éveil pour les enfants qui vont avoir entre 3 mois et 3 ans, les enfants accompagnés par leurs parents, c'est vraiment avoir comme objectif le partage musical, émotionnel, sensible. C'est proposer ce bain sonore et des moments de complicité que les parents et les enfants vont pouvoir partager ensemble, avec cette présence du musicien ou de la musicienne intervenante comme incitateur à exploration, à découverte, à plaisir de jouer aussi ensemble et à s'autoriser justement dans ce jeu, en lâchant un petit peu le fait de ne pas forcément connaître l'instrument avec lequel on va jouer, de ne pas forcément connaître le geste exact que l'on suppose être attendu, par exemple à une contrebasse. C'est accepter de jouer aussi avec des pierres sonores. Une formidable initiative donc qui permet l'épanouissement de l'enfant, mais aussi du parent accompagnateur, parce que nous en parlions dans une de mes précédentes chroniques, Brigitte. La musique comme vecteur d'émotions, de sensations, la musique comme préambule à des rapports intimes, la musique comme créatrice de liens. Souvenez-vous des playlists sous forme de cassettes ou de CD qu'on s'échangeait comme ça quand nous étions plus jeunes dans l'acte de séduction. Aussi, la musique est présente, et donc je ne prends pas trop de risques en considérant que la musique est finalement un outil social, mais aussi un pansement, mais aussi un stimulant. Combien d'entre nous utilisent la musique pour se booster en faisant du sport, par exemple? La musique est une évidence vitale. Et cet argument, avant qu'on vienne me dire que c'est très subjectif comme raisonnement, est repris par Joanne Koenig, qui est une musicienne, soliste et chambriste, et qui est également créatrice de l'école Koenig à Paris, une école maternelle bilingue, oui, mais aussi qui dispense des cours de musique et qui est auteure de cet ouvrage « Tous les enfants naissent musiciens » aux éditions Actes Sud. Elle cite donc cette étude de neurosciences américaine datée de 2013, et je vous lis ce petit passage. Donc, en outre, comme l'a révélé en 2013 une importante étude neuroscientifique américaine, la musique utilise certains des circuits cérébraux impliqués dans notre recherche de plaisir et notre besoin de récompense, deux systèmes fondamentaux du kit de survie de l'Homo sapiens. En d'autres termes, la musique ne se situerait pas à l'extrémité de notre pyramide des besoins, mais bien plutôt à sa base, au même titre que nos besoins physiologiques fondamentaux. Donc, pyramide des besoins que vous connaissez, je n'ai peut-être pas besoin de la rappeler, mais bon, la pyramide de Maslow, c'est une pyramide, une représentation pyramidale, hiérarchie créée en 1943 par le psychologue Abraham Maslow, et elle permet donc de classer nos besoins en 5 niveaux. Donc la musique ferait partie du premier niveau. Je vous conseille donc la lecture de cette... En tout cas, il y a quand même une chose très intéressante à savoir, c'est que quand on perd l'ouïe, c'est-à-dire quand on devient sourd, il paraît que c'est le sens qui nous rend le plus mal, parce qu'on n'est plus du tout relié aux autres. Oui. Donc forcément que la musique est un lien social extraordinaire. Et puis il y a aussi l'ouïe, c'est aussi l'équilibre. Enfin, l'oreille interne, c'est effectivement, ça pose de gros soucis. Donc elle nous parle dans son livre de l'effet Mozart. Je vous laisserai voir ce de quoi il en retourne. L'hypothèse opéra, qui met en avant le lien de dépendance qui existe entre la musique et l'apprentissage de la parole. Le pouvoir de la musique sur la mémoire. Personnellement, j'ai appris mes tables de multiplication en chantant. La magie des comptines, le travail de l'écoute, le rythme, l'empathie, nous en parlions, qui découle d'une pratique musicale en groupe. Donc le voici, ce livre à mettre entre toutes les mains. Et puis, si vous voulez que votre enfant fasse de l'éveil musical, il suffit de taper éveil musical sur votre moteur de recherche et a priori vous trouverez celui qui se situe le plus près de chez vous. Je vous conseille, c'est formidable comme activité. Ça permet vraiment un lien à l'enfant, et puis c'est le début de la sociabilité. Et avec la musique, il n'y a pas mieux à mon sens.
La musique adoucit les mœurs, oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, l'empathie et la naissance de l'empathie est liée à l'art très fortement et à l'art plus pictural, puisque on a fait d'abord des recherches et on a essayé de comprendre comment fonctionnait l'empathie pour que la personne qui regardait un tableau puisse ressentir la même émotion que celui qui l'avait peint. Et donc c'est comme ça qu'en fait l'empathie a été, s'est développée. C'était parce que on voulait permettre aux visiteurs de musées, entre autres, de pouvoir vraiment ressentir la même chose. Et puis après, ça s'est développé dans nos relations sociales et dans le quotidien. Mais donc voilà, et la musique est aussi une bonne façon de ressentir les choses et notamment de le développer chez les plus jeunes, parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut être capable d'être à l'écoute de nos émotions. Et c'est vrai que notre éducation très française nous éduque à ne pas être à l'écoute de ces émotions et à les contrer plutôt que de les accepter. Et on est beaucoup dans une tentative de les éteindre plutôt que de les traverser, de les vivre et de considérer que les émotions font partie de notre vie. Et c'est un souci, je pense vraiment. Et je pense que on aurait besoin certainement de tous progresser, nous adultes, et d'éduquer les enfants autrement aujourd'hui vis-à-vis de ça. Essayer d'arrêter de comprendre et juste se laisser submerger par ses émotions. Porter par la musique. Tout à fait. Peut-être pas le bon terme. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Swazik Belin. On se retrouve dans un instant avec Stéphanie qui nous a rejoint et qui va parler de sa fille qui était ronde et qui a subi du harcèlement. À tout de suite. Sud4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Comblaise est avec nous. Nous évoquons le harcèlement. Je rappelle ce numéro 3018. Si vous êtes concerné ou si quelqu'un de vos proches est concerné par le harcèlement, vous pouvez appeler le 3018. C'est une aide aux victimes de violences numériques et donc de harcèlement sur les réseaux numériques. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Comblaise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc c'est votre fille qui a subi du harcèlement. Elle était ronde, c'est ça un peu? Oui, c'est ça. Ça a commencé en primaire vers le CM1, CM2 et puis ça a continué ensuite au collège où ça a été beaucoup plus violent. Et là, on voit bien, Samuel Comblaise, que dès qu'il y a quelque chose qui physiquement sort un tout petit peu, on se fait remarquer et on peut être sujet au harcèlement, évidemment. Exactement. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, alors le terme est pas joli du tout, mais la grossophobie. Donc ce principe d'être rejeté parce qu'on serait en surpoids est assez malheureusement fréquent et bien douloureux pour les enfants, parce que voilà, on décide pas de son corps et c'est compliqué de pouvoir exister malgré tout, et ça peut être extrêmement violent. Donc d'où l'importance d'avoir une famille qui nous accompagne et des adultes autour de nous qui nous protègent le plus rapidement possible, parce que là, vous dites quand même CM1, CM2 et ça continue au collège, donc ça fait au moins 3 ans, et ça c'est peut-être, je sais pas combien de temps ça a duré au collège, mais c'est quand même long. Je pense qu'il y a beaucoup de violences que nous racontent les enfants que nous-mêmes en tant qu'adultes, on n'accepterait pas, ne serait-ce que quelques semaines ou quelques mois. Elle vous en a parlé tout de suite ? Alors elle en a parlé quand c'était en primaire, elle en a parlé assez rapidement, et également à son institutrice qui a bien agi. Qui en a parlé à toute la classe et qui a laissé s'exprimer Morgane envers ses camarades pour que ça s'arrête. Donc ça s'est calmé. Et ça a recommencé après au collège, donc parce que c'était pas les mêmes élèves, le même contexte. Et là, c'était beaucoup plus, parce qu'ils avaient grandi, donc beaucoup plus violent, beaucoup plus méchant. Et elle n'en a pas parlé. Là, elle n'en a pas parlé tout de suite. Et moi, je l'ai vu parce qu'elle se faisait des scarifications. Et c'est là où, en fait, je l'ai emmené voir le pédiatre et ça en a découlé à une hospitalisation et au moins 3 ans de dépression, de traitement. Donc, il y a quand même eu des vraies séquelles. Oui. Bah oui, et ça, il faut qu'on le dise très fort, parce que, comme on le disait tout à l'heure avec le témoignage de Lionel, c'est pas un jeu entre enfants, c'est une vraie violence qui est infligée aux jeunes, et il faut le dire. Et heureusement, votre fille s'en est sortie grâce à vous et à son accompagnement. Mais le harcèlement, ça tue. Il faut le dire très fort, parce qu'il y a des jeunes qui se mettent parfois dans des vraies mises en danger pour eux-mêmes, parce que la situation est tellement intolérable et que les scarifications sont parfois une issue que les jeunes utilisent
c'est parce qu'ils ont l'impression d'abord de concentrer leur douleur sur un seul et unique point de leur corps, et puis parce que il y a une impression parfois de soulagement quand on se scarifie, et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué pour un adulte d'imaginer qu'un enfant puisse, surtout si jeune, puisse en arriver à cela, et il faut vraiment combattre tous chacun à notre niveau, hein, que ce soit les parents, les éducateurs, les coachs sportifs, parce qu'on parle beaucoup de l'éducation nationale et de l'école aujourd'hui, mais il faut se dire que le harcèlement n'appartient pas à l'école, hein, il appartient à tous les endroits où il y a des groupes de jeunes, voilà, et de moins jeunes, et donc on a tous une responsabilité, et de s'interposer, comme vous l'avez très bien décrit, comme l'a fait sa maîtresse en CM1, CM2, de pouvoir s'interposer en tant qu'adulte et de dire stop, ça n'est pas possible, ça ne doit pas exister. Ça a visiblement pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que visiblement l'équipe éducative du collège n'a pas eu la même réaction, et ne s'est pas interposée, et je pense que là en plus on parle de jeunes, donc c'est des enfants qui ont besoin qui sont en apprentissage, qui ont besoin de comprendre les choses, qui ont besoin aussi qu'on leur explique, et c'est vrai qu'on part parfois peut-être trop du principe qu'à partir du moment où un enfant est dans un groupe, il va en connaître les codes et la façon de se comporter. Non, ça doit être expliqué, et ça peut paraître un peu basique pour nous en tant qu'adultes parce qu'on le sait, mais de dire que quand on est dans un groupe, on n'a pas à faire du mal aux autres, ça peut paraître simpliste encore une fois, mais c'est des choses que certains enfants auraient besoin de davantage entendre. Oui, surtout la façon d'utiliser les mots qui n'ont pas la bonne notion. Je trouve que les jeunes maintenant utilisent des mots très très violents, et ils pèsent pas l'impact qu'il peut avoir sur la personne qui les entend, qui les reçoit. Mais la violence entre jeunes, je veux dire, elle a toujours existé. Le problème aujourd'hui, c'est la manière dont ça circule. Oui, elle a toujours existé, la violence entre jeunes. Enfin, je veux dire. Oui, et puis les boucs émissaires sont pas nés avec les réseaux sociaux. Hein, on est d'accord. C'est des choses qui existent depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça a augmenté? C'est les réseaux sociaux? C'est parce qu'il y a de moins en moins de respect dans l'éducation qu'on donne aux enfants? Enfin, alors oui, de toute façon, il y a plusieurs phénomènes. D'abord, je pense que la société généralement est déjà très violente. Donc les enfants, ils s'inspirent un peu de ce qu'ils voient autour d'eux, et les réseaux sociaux sont pas des bulles comme ça qui seraient complètement hors le monde. Les réseaux sociaux s'inspirent de la violence. Voilà, l'anonymat, j'allais le dire aussi, contribue peut-être à un défoulement de certains internautes. Il y a une part éducative, indéniable. C'est vrai que quand on demande un petit peu aux parents comment justement ils éduquent leurs enfants à s'approprier ces réseaux sociaux, quels sont les codes qu'ils leur transmettent pour à la fois se protéger et protéger les autres, et faire en sorte que, parce que parfois on peut être harceleur sans le savoir, sans le vouloir, comment c'est expliqué. C'est vrai que c'est parfois assez étonnant de se rendre compte qu'on apprend plein de choses aux enfants, mais pas cela. Les parents sont pas assez éduqués. Alors ils sont pas éduqués. Ce qu'ils doivent transmettre sur les réseaux sociaux à leurs enfants. C'est vrai que c'est quelque chose que j'entends souvent. Alors il n'y a pas d'école du numérique où on va accompagner les parents, et je pense pas que ce soit un projet. Donc il faut peut-être qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Et c'est vrai que tous les parents, la majorité, n'ont pas eu les réseaux sociaux dans leur poche quand ils avaient l'âge de leurs enfants. Mais peut-être qu'on peut faire un petit peu quelque chose de nouveau pour nous adultes. C'est de ne pas partir du principe que nous savons tout, mais que les enfants peuvent aussi nous apprendre des choses. Et à partir du moment où vous avez votre enfant qui vous montre quelques instants la façon dont il utilise Snapchat, les jeux vidéo, parce que les jeux vidéo peuvent être aussi des vecteurs malheureusement de harcèlement, et leurs réseaux sociaux en général, ça vous permet d'abord de dédramatiser les choses, parce que heureusement tous les enfants ne font pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux, bien au contraire, de pouvoir donc vous rassurer, de pouvoir leur transmettre, je dirais, des messages de bon sens qui sont pas des messages techniques, parce que les gamins ils vont savoir utiliser les réseaux sociaux comme ils le veulent pour transmettre des photos, etc. Donc cette partie technique, ils sont capables de se débrouiller. Par contre, là où ils ont besoin de nous, c'est dans la façon dont on va leur expliquer comment un être humain doit se comporter vis-à-vis d'un autre, quel moyen on doit se donner si nous-mêmes on pense que peut-être on peut être victime de quelque chose, et c'est là où ils ont besoin de nous, et de temps en temps de pouvoir l'expliquer. Ça permettra en plus à l'enfant
d'identifier le parent comme étant un interlocuteur possible en cas de harcèlement, c'est-à-dire que c'est un sujet parmi tant d'autres. Et je pense aussi qu'il y a des petits réflexes qu'on peut peut-être avoir en tant que parent. Tous les parents du monde, je crois, demandent le soir à leurs enfants quand ils rentrent de l'école comment ça s'est passé à l'école. Et on a besoin de savoir, et ça nous intéresse. Les enfants sont pas toujours très... Mais on peut demander comment ça s'est passé sur les réseaux. Sur les jeux vidéo, exactement, de la même façon. Et même si on n'y connaît rien, et même si c'est pas notre grande passion, mais de pouvoir entendre l'enfant nous parler. Ouvrir le dialogue sur ce sujet. Et de pouvoir l'identifier. Stéphanie, comment elle va, votre fille, aujourd'hui ? Aujourd'hui, on essaye encore. Il y a encore des séquelles parce que ça l'a beaucoup marqué. En plus, c'est maintenant une personne hypersensible, donc ça l'a beaucoup marqué à l'intérieur. Son comportement avec les autres, en fait, elle se met une carapace pour se montrer une personne forte et dure. Et en fait, elle est hypersensible et dès qu'il y a quelqu'un qui va lui dire des paroles un petit peu trop blessantes, elle va être... ça réactive sa blessure, oui. Voilà, c'est ça. Oui. Donc il faut... Elle a quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle a 20 ans. Ah oui, elle est grande, d'accord. Peut-être un petit travail thérapeutique pour l'aider à faire un peu la... Elle l'a fait pendant 3 ans, c'est ça que vous aviez dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ouais. Elle a eu en fait, et puis après on a fait beaucoup de travail aussi avec les fleurs de bac, avec beaucoup de choses pour arriver à faire sortir en fait qu'elle comprenne ses émotions et qu'elle puisse en parler. Et on reste en fait très très ouverte, beaucoup de discussions sur tous les sujets, comme vous disiez, que ce soit les réseaux sociaux ou par rapport à sa vie, même sa vie personnelle. Maintenant, on essaye d'avoir des discussions sur tous les sujets. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les victimes, c'est le poids en fait de cet événement sur la vie d'adulte, et ça laisse des traces indélébiles. Et quoi qu'on en dise, et quel que soit l'accompagnement qu'on va avoir, alors ça ne veut pas dire que de manière incontournable on sera, je dirais, imprégné par cette situation et que notre vie va être douloureuse tout le temps. Mais c'est vrai que c'est un épisode extrêmement douloureux qui laisse une trace et qui fait qu'on se construit. Ça reste un traumatisme plus ou moins fort, évidemment, mais ça reste de toute façon un traumatisme. Exactement. Puis là, ça a été durable parce que souvent on parle de traumatisme au travers d'un accident de voiture qui peut être très rapide. Là, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans la durée et ça laisse autant de traces. Merci Stéphanie, en tout cas. Merci de votre témoignage. Et on continue bien sûr après les infos sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous aussi vous avez eu votre enfant qui a été harcelé ou si vous-même vous êtes harcelé en ce moment, n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin de conseils, Samuel Comblaise, vous l'avez compris, est assez pointu sur ce sujet, donc vous pouvez également nous appeler pour lui demander des conseils. Alors la devinette, c'est un jeune garçon qui demande à sa mère si les dindes ont des seins. Alors la mère, évidemment, elle est un peu étonnée par cette question. Pourquoi ? Eh bien la réponse, ce sera tout de suite après les... Ne me regardez pas comme ça, vous n'allez pas lire la réponse dans mes yeux. La réponse, c'est tout de suite après les infos. Pourquoi les dindes auraient des seins ? Eh bien vous aurez la réponse après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Samuel Comblaise que nous abordons la question du harcèlement, aussi bien que ce soit sur le lieu de travail, parce qu'on parle beaucoup là depuis les 14h des enfants, des ados, mais ça existe également malheureusement dans la rue, au travail et même dans les familles. Je rappelle que vous travaillez sur ce numéro, le 3018, qui est un numéro de vert pour l'aide aux victimes des violences numériques. Voilà. On va donner la parole à Hello dans un instant, mais alors je voudrais la réponse à ma devinette. C'est un jeune garçon qui demande à sa mère si les dindes ont des seins. Alors évidemment, la mère est un peu étonnée et elle pose la question, mais pourquoi tu me poses cette question ? Que répond le garçon ? Aucune idée, j'imagine. Aucune idée, non. Eh bien, le garçon, il répond, papa a dit à la femme de ménage qu'elle avait des plus beaux seins que sa dinde. Voilà, c'est bien. Voilà. Bonjour Hello. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Comblaise. Bonjour Hello. Donc vous avez subi, vous, du harcèlement de la 4e à la 3e, 2 ans donc 2 ans et même après le collège ça continuait aussi. Et pourquoi ? Alors moi c'est à cause de mon physique si je puis dire. En fait, si vous voulez, je suis une brune et comme la plupart des brunes, on a un petit peu de pilosité. Alors pas non plus énormément, mais j'avais un petit peu de pilosité sur les bras.
Et il s'avère que les moqueries étaient par rapport à ça. Donc j'avais un surnom. C'est fou, hein, c'est très souvent dû à un détail physique. Hein, Alors c'était quoi votre surnom? Ah bah c'était la poilue. C'est sympa. Ah oui, très sympa. Donc c'était vraiment tourné sur ça. Donc c'était à la base c'était vraiment un seul garçon qui a commencé, mais qui avait un petit peu, on va dire, de la notoriété qui était appréciée par les autres personnes de la classe. Oui. Voilà. Et donc du coup, bah un peu comme des moutons, tout le monde suivait pour pas évidemment après se faire aussi peut-être lyncher ou moquer. Du coup, on suivait le groupe des personnes influentes, donc du coup c'était continuellement, c'est-à-dire que même pendant les cours... Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a souvent un leader et on va suivre le leader et vous devenez à ce moment-là le bouc émissaire du groupe, quoi. Oui. Et puis les autres... De tout le monde. Oui, et puis les autres se sentent obligés de le suivre parce que sinon il y aurait le risque de représailles, donc mieux vaut faire partie du groupe agresseur parce que ça nous protège d'une certaine manière. C'est exactement ça. Et moi, c'était vraiment bon, à l'époque, le harcèlement n'était pas vraiment reconnu comme ça peut être aujourd'hui, un petit peu plus suivi, où les professeurs, certains ils font quand même un peu plus attention. Là, ça se passait quand même en cours devant les professeurs et personne ne réagissait. C'est-à-dire que même en plein cours, si admettons le professeur me donnait la parole, c'était ah ben vas-y la poilue réponds. Le professeur n'intervenait pas, ne disait rien. Donc il validait d'une certaine manière, donc ça renforce encore plus le comportement des harceleurs. Exactement, et ça a été quand même assez loin parce que j'ai un fait qui a été très marquant le jour de mon anniversaire. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ce jour-là, je suis arrivée en cours, on allait en cours de sciences, on avait 2 heures en plus de cours. Et je suis arrivée, tout le monde était en rang, et d'habitude quand j'arrivais, bon, il y avait toujours des petites remarques, il y avait toujours quelque chose. Et là, étonnamment, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose parce que personne parlait, ça chuchotait, ça ricanait à moitié, mais personne ne m'a rien dit. Je dis tiens, peut-être que je vais avoir un répit aujourd'hui pour mon anniversaire, ce serait bien. Donc on est rentré dans la salle de cours, je me suis installée à ma table comme d'habitude et là le professeur a commencé son cours. L'élève en question qui était donc mon harceleur est arrivé avec les mains dans le dos. Donc il cachait quelque chose, donc je ne savais pas ce que c'était. Et là il m'a dit écoute, c'est de la part de toute la classe, la poilue, on t'a fait un cadeau d'anniversaire. Donc là je me suis dit bon, est-ce que ça va être gentil, qu'est-ce que ça va être? Et en fait il a sorti ses mains de son dos et là c'était un paquet de rasoirs jetables, donc neuf, hein, ils avaient quand même acheté quelque chose de neuf. Ils avaient même précisé la petite couleur, c'était rose pour le petit détail. Et ma réaction, j'ai été surprise, je l'ai regardé, j'ai pas vraiment réagi. Le professeur s'est retourné à ce moment-là et lui a dit qu'est-ce que tu fais debout? Il fait on offrait un cadeau à Hello pour son anniversaire. Et il a vu, hein, le professeur a vu ce qu'il y avait sur la table. Hein. Il a dit bon maintenant tu vas t'asseoir, vous avez offert un cadeau, c'est bon, on peut reprendre le cours. Moi j'ai regardé le professeur, j'ai dit mais d'accord. Donc personne ne dit rien, ok, bon. Oui, et c'est terrible parce que là, vous avez pratiquement la hiérarchie qui approuve votre harcèlement. Qui valide, oui. Oui, qui valide. Qui valide. Oui. Et le cours est passé, c'était assez dur parce que pendant tout le cours, c'était des remarques, comme d'habitude à la limite, mais là c'était quand même pire. Et puis quand on a été, les 2 heures après, donc c'était la récréation, j'ai été dans la cour de récréation et là il y avait tout un petit groupe, le petit groupe habituel lui avec ses copains, hein, plus d'autres qui s'étaient greffés des autres classes de 4e. Et je suis arrivée, je les ai vus s'avancer vers moi, ils avaient tous les mains dans le dos, je me dis qu'est-ce qu'il y a encore? Et là en fait ils ont sorti mousse à raser, qui m'ont aspergé de mousse à raser et m'ont lancé des lames de rasoir sur moi. Des lames de rasoir? Oui, des lames de rasoir, oui. Oui. Donc là, ça a été très très dur. J'ai quand même une amie qui était là à ce moment-là qui m'avait défendue, parce qu'elle avait quand même du caractère, c'était un peu un garçon manqué. Et elle avait dit non mais là vous allez trop loin, c'est abusé. Mais moi entre-temps, j'étais partie en courant me réfugier dans les toilettes. C'était mon seul échappatoire, toilettes des filles, au moins je savais qu'ils n'allaient pas venir là. Et là, ça a été très très dur. Là, c'est parce que j'avais plein de mousse à raser partout sur moi, sur mes vêtements. J'avais les lames de rasoir, bon, elles étaient tombées, mais bon, je les avais quand même reçues sur moi. C'était très, très humiliant ce jour-là. Et malgré qu'il y avait les pions, qu'il y avait tout ça, personne ne disait rien, en fait. Personne n'a réagi, oui. Mais alors, vous avez pu en parler à quelqu'un, quand même? Alors moi j'en avais parlé à mes parents qui au début, avant cette histoire-là, disaient bon,
laisse, le silence c'est le meilleur des prier, ne réagis pas, laisse-les, ça va passer. Sauf que ça passait pas, et quand il y a eu cette histoire-là, qui a vraiment là été trop loin, mes parents ont demandé un entretien avec la proviseure, qui par la suite en fait m'a convoqué avec tous les professeurs. Donc on avait cours ce jour-là, hein, donc il y avait un seul professeur qui n'était pas là, qui était donc avec la classe. Et moi ce jour-là, j'étais dans le bureau de la proviseure avec tous les profs. Mais je me sentais la coupable en fait. C'était moi l'accusée. J'avais l'impression d'être à un jugement. Oui, parce que c'est vous qui mettez le désordre dans le collège, quoi. Voilà, et du coup, c'était explique-nous qu'est-ce qu'il y a, et j'ai dit, ce jour-là, j'ai expliqué, mais j'avais l'impression qu'on ne me croyait pas. Les professeurs disaient non, nous on n'a pas vu tout ça. Pourtant ça se passait sous vos yeux. C'était tous les jours, et il y a une seule prof qui a dit mais moi je l'ai vu et je suis intervenue déjà une fois, mais cette prof-là malheureusement n'avait même pas été prise au sérieux à ce moment-là. On disait qu'elle partait dans les extrêmes, qu'il fallait pas non plus exagérer, que c'était juste des petites moqueries entre élèves, qu'il fallait pas non plus. Mais voyez, Hello, on l'entend comme dans le témoignage de Lionel tout à l'heure. On entend comment c'est encore présent dans votre esprit, comment c'est quelque chose qui n'est pas effacé, et comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé que ce jour-là, après, on a été dans la classe avec tous les professeurs, on est rentrés et je me suis retrouvée face à ma classe. Et là, la proviseure a dit maintenant, qui a dit ça? Vous dénoncez. Mais là, en fait, j'avais le regard de mon harceleur, plus de tous ceux qui, généralement, les plus présents, voilà, qui me regardaient, qui me foudroyaient du regard. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai été le dire? Parce que là, ça va être pire. Et par la suite, oui, ça a été pire parce que j'ai été, j'ai été plâtrée vers la fin de l'année. J'étais plâtrée au niveau d'une jambe. On avait des escaliers au collège, des grands escaliers, et un jour, il s'était retrouvé derrière moi et il m'avait poussé du haut des escaliers. J'avais dégringolé en étant plâtrée avec les béquilles et tout ça. Ça avait été très très loin. Et par la suite, après, quand je suis passée en 3e, on m'a pas mis dans la même classe que lui, mais ça a continué tout pareil, moins parce que du coup, il était plus dans ma classe. Mais même après le collège, ça continuait parce que j'habitais dans un quartier et il connaissait certaines personnes du quartier. Donc dès que je sortais mon chien, je croisais des gens, même des gens que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vus. On me reconnaissait, on me disait « Ah, il y a la poilue, tu vas sortir ton chien, t'es aussi poilu que ton chien ». Enfin, ça partait dans des choses. Et le seul moyen que, malheureusement, pour s'arrêter, c'est comme Lionel l'a dit tout à l'heure, ça a été la violence. C'est-à-dire que moi, par la suite, à l'âge de 16 ans, j'ai été en couple et c'est mon conjoint de l'époque qui, en se baladant dans la rue, pareil avec lui, on est tombé sur mon harceleur qui était avec des copains lui que je ne connaissais pas et qui a crié comme d'habitude « Ah, la poilue !» Et puis mon conjoint à ce moment-là, c'est pas passé. Lui, il est intervenu et ça en est venu aux mains. C'est intéressant parce que c'est là où on voit, Samuel Comblaise, à quel point finalement le harceleur c'est un lâche. Ah oui, clairement. Et ça c'est quand même, on l'a entendu tout à l'heure chez Lionel, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment un lâche et c'est pour ça d'ailleurs qu'il choisit toujours quelqu'un qui va... sans défense, ou en tout cas qui ne sera pas capable de se rebeller, ça c'est sûr. Et qu'il a besoin du groupe pour continuer. Parce que seul il faisait rien, hein. Faut dire une chose, c'est que quand il était tout seul, rien du tout, parce que par la suite... Mais ça, je crois que c'est vraiment important que ceux qui nous écoutent et qui subissent du harcèlement ou qui en ont subi entendent ça. C'est toujours un lâche, le harceleur. C'est jamais quelqu'un de courageux qui va défendre... je crois que c'est vraiment important que ce soit dit. Je rajouterais, c'est souvent un lâche, effectivement, et c'est souvent quelqu'un qui ne va pas bien. Parce que quand on est bien dans ses baskets et dans sa tête, on n'a pas besoin d'aller faire porter à l'autre une telle humiliation. Et parfois, le harceleur se donne comme moyen pour aller mieux, justement, ces situations de harcèlement. Et donc, bien sûr, il faut aider la victime. Il se croit plus fort, plus malin, parce qu'il a créé une sorte de phénomène qui le met en valeur. Il y a ça, et puis parce que quand on va pas bien, on a l'impression que si on fait du mal à l'autre, ça va sortir notre mal, le mal de nous-mêmes. Et donc, là-dessus, évidemment, le harcèlement n'est pas un médicament. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en parler dès le plus jeune âge, pour pouvoir faire comprendre à l'enfant que quand on ne va pas bien, il y a d'autres solutions. Moi, j'ai une question à vous poser, Hello, et jusqu'à présent, on n'en a pas parlé du tout. Vous n'avez jamais déposé plainte?
parce que vous avez quand même vécu des choses extrêmement violentes. Alors certes, c'est dans le cadre scolaire, mais on reste sur le sol français, et donc on a le droit d'être protégé. Les parents auraient pu aussi. Les parents auraient pu. Et puis même, vous en avez parlé dans le cadre scolaire et aussi en dehors. À un moment, quand on est victime de violence de manière aussi répétée et quand on sent l'intensité de ce que vous avez vécu, il aurait été normal que vous puissiez déposer plainte. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, comme je vous dis, à l'époque, le harcèlement scolaire, c'était pas du tout reconnu. Et je pense que mes parents, à ce moment-là, étaient désarmés, ils savaient pas vraiment quoi faire. Et ils ont fait la démarche de prévenir la proviseure. Malheureusement, la proviseure, son mari était éducateur, et c'était l'éducateur de ce garçon-là. Donc il y avait aussi une protection vis-à-vis, je pense, de ce garçon-là, qui était quand même assez flagrante. Même ma professeure principale le défendait, et elle savait ce qui se passait, même quand moi j'ai dit les choses. Fallait pas extrapoler, mais oui, mais en fait vous vous rendez pas compte. Aujourd'hui, moi j'ai fait un travail parce que je vois une hypnothérapeute, et j'ai fait un travail par rapport à mon harcèlement scolaire. C'était important de le faire. Aujourd'hui, voilà, moi je sais que c'est quelque chose que j'arrive à en parler et que je sensibilise aussi les jeunes sur ça. Moi, je m'occupe d'enfants, et dernièrement, il y a le petit qui est rentré au CP. Et il a un de ses camarades de classe qui a fait pipi pendant la classe. Il s'est fait pipi dessus. Donc, il m'a raconté ça. Il m'a dit tout le monde rigolait. Donc, du coup, je lui ai dit, et toi, tu as rigolé aussi? Oui, un petit peu au début, mais après, j'ai arrêté. Je lui ai dit, tu as rigolé, mais tu te rends compte que pour lui, c'est pas drôle. Parce que ça aurait pu t'arriver à toi, comme à tes autres camarades qui se sont moqués de lui. Et moi, j'ai une phrase que je dis aux enfants ça peut aider à percuter, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais on voit, Hello, vous en avez fait quelque chose de positif, puisque aujourd'hui vous vous occupez d'enfants et vous êtes certainement très vigilante sur la question. Sur le sujet du harcèlement, oui, tout à fait, parce que c'est quelque chose. Moi, entre guillemets, j'ai eu la chance, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Parce que moi, il y aurait eu les réseaux sociaux, j'imagine même pas. Je me serais retrouvée avec ma photo, je sais pas, avec le corps de Chewbacca, ou parce que ça a été aussi pendant un moment, ça tournait aussi, ou avec le corps d'un singe et ma tête dessus. J'imagine même pas comment ça aurait pu finir. J'ai eu la chance qu'il n'y avait pas ça. Oui, mais cela dit, ça a quand même été très violent pour vous, visiblement. Merci beaucoup, Hello, de ce témoignage. On va continuer dans un instant avec Anne, qui témoigne au sujet de son fils, qui a également subi du harcèlement. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Comblaise est avec nous, psychologue, psychothérapeute, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, et notamment directeur des opérations de l'association I-Enfance, et on travaille aujourd'hui sur le harcèlement, et je rappelle ce numéro, le 3018, aide aux victimes de violences numériques. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'ai pas été victime de violences numériques, mais de harcèlement, mon fils de harcèlement scolaire, plutôt bousculade, insultes, propos déplacés. Ça restait pas dans un cadre. C'est du harcèlement, même si c'est pas virtuel. C'était pas, c'est pas virtuel, non, mais numérique. Pardon. C'était pas numérique, heureusement, parce que sinon ça aurait été peut-être beaucoup plus important. Mais là où effectivement je sais pas. Je crois que le harcèlement, de toute façon, c'est une grande violence. Après. Ça va dépendre de la quantité de l'individu. Enfin, il y a pas. Je ne sais pas si on peut mettre vraiment une hiérarchie. Non, effectivement, il y a de la violence et en plus elle est répétée parce que pour pouvoir définir la situation comme étant du harcèlement, c'est qu'il y a une répétition de la situation. Et donc vivre une violence une fois, c'est déjà intolérable, mais si en plus elle est répétée et souvent, et en tout cas les témoignages d'aujourd'hui le montrent, sur une longue durée, ça devient vraiment insupportable. Et donc votre fils qui se fait bousculer, c'est pas rien. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup choquée, en fait, c'est la réaction du collège et la réaction du rectorat, de la DVE, du service harcèlement, puisque donc ça a commencé au bout de 3 semaines de cours, juste après la rentrée des cours. Donc il rentre à la maison en pleurs, il m'explique qu'il est bousculé. Il avait quel âge là, à ce moment-là? Donc c'était le début de la 4e, donc 12 ans et demi, presque 13. Et donc on est sur effectivement des excuse-moi, et puis ils passent à 15 les uns après les autres pour le bousculer. Donc rapidement je comprends qu'en fait c'est pas le seul à être harcelé, ils sont 4. En fait les 4 bons élèves de la classe sont harcelés par 15 autres, les 15 mauvais élèves entre guillemets.
Après avoir pris attache avec le principal et le principal adjoint, on annonce qu'en fait, il n'y a pas de moyens, il n'y a que des très bons et des très mauvais. Donc mon fils, il a 19,5 de moyenne, hein, et on a des gens dans la classe qui ont 2, 3, 4, enfin voilà. Donc en fait, on se rend rapidement compte, les 4 parents, que nos enfants sont vraiment pris pour cible par les autres, parce qu'en fait, les autres, ils comprennent rien en cours. Donc les profs font cours pour les 4 bons et puis abandonnent complètement les 15 autres gamins. Ils sont que 20 en gros dans la classe. Donc on demande un changement de classe de nos 4 enfants en disant écoutez, c'est simple, faites un petit groupe de 15 et puis nos 4 enfants vous donc si je comprends bien, déjà vous avez les 4 parents ont pu se réunir pour agir, donc a priori c'est déjà bien. On a demandé collectivement en fait un changement de classe. C'est ce qui nous a été reproché. On nous a dit mais on ne peut pas retirer vos 4 enfants de la classe parce qu'on n'aura plus de tête de classe. Mais on leur dit, écoutez, nous voilà, ça sert à quoi d'avoir une tête de classe quand tout le monde subit, quand les mauvais vont rester mauvais parce qu'ils n'arriveront pas à suivre, et quand les bons, en fait, sont tirés vers le bas et sont harcelés parce qu'ils n'osent même plus participer. Donc, j'appelle le numéro là du harcèlement, personne ne me rappelle, j'essaye d'appeler 15 000 fois, rien. Finalement, j'arrive à joindre la DVE qui me dit, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Bon, entre nous, elle part au pays voir sa sœur malade pour la ramener en France, pour la faire soigner en France. Donc, pendant 1 mois, aucune nouvelle de cette dame qui finalement, j'arrive à avoir au téléphone au bout d'1 mois qui me dit, j'ai travaillé pour vous, j'ai une place pour votre fils. Avec son meilleur copain, il pourrait être 2 à partir, puisque moi j'avais demandé pour 4 dès le départ. Il pourrait être 2 à partir sur un collège pas loin, etc. Donc on explique aux 2 autres que voilà, on a ces 2 places qui seraient disponibles et qu'on n'arrivera jamais à trouver un collège qui acceptera 4 personnes. Les 2 autres nous disent c'est vos 2 fils qui sont les plus harcelés entre guillemets, prenez les places. On prépare nos enfants à partir sur ce collège. Qui est un collège plutôt bien dans le 13e, voilà, qui est bien coté. On montre aux enfants le collège, etc. Une semaine après, on reçoit l'affectation. C'était un autre collège en ZEP à une demi-heure à pied de chez nous. Donc moi, j'avais déjà mon fils au fond de son lit qui n'allait plus à l'école depuis 1 semaine, qui pleurait, qui parlait suicide. Je lui avais remonté le moral en lui disant qu'il allait aller avec son meilleur pote dans un autre collège. Et finalement, je reçois un truc d'affectation en ZEP dans un collège et le meilleur pote dans un autre collège. Oui, d'accord. Donc en plus, ils sont séparés. Oui. En plus, ils étaient séparés. Et en plus, on me dit, vous avez que ça. Et si vous n'êtes pas content, vous habitez le 13e, vous irez dans le 20e. Sympathique. Donc, l'horreur, en fait. Donc, je rappelle la DVE, j'écris au Dyson, j'essaye de tout faire. On me dit, il n'y a rien à faire. Voilà. Sinon, vous restez là. Je resupplie le principal en lui disant, je vous en supplie, changez nos enfants de classe. Parce que c'était de pire en pire. C'est-à-dire que moi, mon fils, il allait plus en sport parce que c'était l'enfer. C'était là où il se faisait frapper. Il allait plus en dessin, en musique parce que c'est les matières secondaires où ça se passe, c'est le pire, faut dire ce qui est. En plus, c'était une classe qui n'avait été prise évidemment que par les jeunes profs, parce que des classes comme ça avec que des gens compliqués, on les prend pas. Donc des profs qui n'ont pas la maturité pour faire régner l'ordre. Non, les vrais, ils veulent pas aller dans ces classes-là. Alors, ce qu'ils nous ont quand même dit, c'est que dès le début de l'année, ils avaient, au bout de 3 semaines, là, quand on a râlé les 4, ils ont quand même exclu 2 enfants de la classe qu'ils ont mis dans une autre classe, mais sans aucune sanction disciplinaire. Et ça n'a pas suffi, puisque mon fils m'avait dit, tu sais, c'est pas parce que tu exclus machin ou machin, enfin tu exclus que tu changes de classe, machin ou machin, c'est un peu une exclusion, que ça va se calmer. Ils sont 15 contre nous, effectivement, il y en a d'autres qui ont pris la place des 2 meneurs. Oui, et qui sont devenus meneurs. C'était un mouvement de groupe, voilà. Et donc tout ça pour dire, parce que je veux pas vous retenir trop longtemps, pour dire qu'au final, j'ai la nana du SOS harcèlement là qui m'a rappelé donc 2 mois après, en me disant que c'était dommage qu'on n'ait pas plus insisté pour passer par elle. Donc moi je rigole quand j'entends qu'on intervient vite parce que j'ai passé un temps de dingue au téléphone à l'appeler, mais de dingue. Mais ce qui est terrible, parce qu'on l'entend, vous avez été efficace, si je puis dire, mais efficace face à une inefficacité telle que pendant ce temps-là, votre fils continue à subir du harcèlement. On va vous retrouver dans un instant, Anne, et puis vous allez nous dire comment ça s'est terminé. Mais déjà, Samuel Comblet, je vais vous faire réagir sur l'inefficacité de l'éducation nationale. Ça fait quand même un peu peur, tout ça. 14h-16h. Réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Comblaise est avec nous. C'est vous qui avez eu l'idée de ce sujet, le harcèlement, et je crois que c'était important de l'aborder dans cette émission. Merci. Je rappelle le numéro, le 3018, aide aux victimes des violences numériques, plutôt que le 3020, le numéro que vous avez fait, Anne, et qui visiblement ne réagit pas tout de suite. Non, moi, ce que je trouve terrible dans votre témoignage, et je vous en remercie, Anne, c'est que bon, vous avez été vous avez pris le problème à bras le corps. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, et on voit déjà le temps de latence entre le moment où vous arrivez à avoir une réponse et quelque part ce que vient de dire Samuel Comblaise durant la pause. Je le remarque et je le dis parce que c'est quand même important. C'est pas celui qui harcèle qu'on essaye de virer de la classe, c'est celui qui est harcelé. Donc c'est la victime, c'est la double peine. C'est quand même un peu problématique quand c'est la victime qui est encore plus victime finalement. Rajouter, c'est qu'en fait, ils n'ont rien proposé. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun atelier, aucune intervention. Le collège où j'étais, il n'y avait même pas d'ambassadeur harcèlement, il n'y avait rien. Et moi, je fais partie d'une association où justement on intervient dans les collèges pour expliquer. Moi, j'interviens sur le centre Pâté, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est un centre pour les mineurs déscolarisés. On leur explique justement ce que c'est que le harcèlement, ce que c'est que le racisme, etc. Je leur ai dit, moi, je peux faire venir des gens de mon asso qui peuvent venir, qui peuvent expliquer à la classe. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont rien fait. Et tout ce qu'on m'a proposé, c'est ce formulaire de changement de collège. Donc, ils ont validé la situation de harcèlement puisqu'ils m'ont donné un avis favorable pour changer de collège. Donc, en gros, c'était à moi de partir. Les harceleurs, ils n'ont aucune sanction. Il n'y a même pas eu de conseil de discipline. Et quand je leur ai demandé d'en faire un, ils m'ont dit on n'a pas de quoi en faire un. Donc, ils avaient de quoi me mettre un avis favorable pour que je quitte le collège. Mais pas pour les harceleurs. Je trouve ça complètement incroyable. C'est très grave. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça se passe? Le privé. Voilà. Je paye des impôts, je suis pas du tout catholique, mais bon, c'est vrai que voilà, donc je suis dans un privé catholique et que je remercie parce que franchement, ils n'auraient pas été là, mais moi je sombrais, vous avez sauvé votre fils. On sombrait. Et je peux vous dire que vraiment, moi le privé, merci de m'avoir accueilli parce qu'il va beaucoup mieux. Et je peux vous dire une chose, c'est que les autres enfants qui sont toujours dans ce collège, du coup, les 3 autres qui restent, il y en a qui n'ont pas les moyens financiers de partir, tout simplement. Ils ont été voir mon fils et ils ont dit, tu sais, tu as la meilleure des mamans parce qu'elle te change de collège. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ce qui est grave, c'est qu'on va faire encore une fois une école à 2 vitesses, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que je me dis, en fait. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est mettez pas vos enfants dans le public, en fait, parce que ce qu'on veut, c'est virer les gens qui peuvent payer du public pour réduire les classes. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, ils étaient 20 dans la classe, 19 dans la classe de mon fils. C'est très peu. Alors que dans le privé, ils sont entre 30 et 32, quoi, par classe. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est, à mon avis, supprimer des classes. C'est aussi simple que ça. Supprimer des classes. Et voilà. Je ne sais pas. Et vous savez, on peut toujours essayer d'interpréter. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte de déni, une sorte de passivité. Ouais, de manque de volonté, parfois de manque de courage. Après, ça dépend des intervenants. Moi, je sais qu'il y a un autre collège que j'ai appelé parce que j'y étais. Moi, j'étais dans le public, j'étais au collège lycée Rodin, qui est un très bon collège lycée, qui n'est pas exceptionnel, mais qui est bien. Et je sais que là-bas, j'ai des amis qui ont leur enfant et le principal est de dire, il dit, moi, ce que je veux, c'est de la discipline, de la discipline, de la discipline. Ben oui. Il paraît qu'il fait un conseil de discipline régulièrement, mais c'est ce qu'il faut faire. Je veux dire, on ne peut pas laisser des enfants comme ça faire n'importe quoi, insulter d'autres enfants, et puis peut-être remettre des classes de niveau. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas faire de la mixité pour faire de la mixité. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi, en plus de tout ce que vous avez déjà très bien fait, ce qu'on peut donner comme conseil supplémentaire à ceux qui nous écoutent, c'est de ne pas, surtout pas hésiter à faire des courriers, à laisser des écrits de toutes vos démarches, des relances, etc. Et pour le coup, parfois d'être un peu harcelant en tant que parent pour pouvoir justement faire en sorte que ces courriers arrivent aux bonnes personnes, de les envoyer en recommandé pour qu'il y ait des traces, parce que sinon, on peut parfois aussi, et c'est ce que j'entends, vous renvoyer devant le fait que vous n'avez pas interpellé suffisamment vite, vous n'avez pas été vers les bonnes personnes. Au moins, quand on laisse un courrier, ça engage la personne qui le reçoit à agir. C'est vrai que vous avez parlé, sans le nommer, du programme phare, qui est un programme qui a été lancé il y a
plus d'un an maintenant par l'Éducation nationale, qui vise justement à lutter contre le harcèlement à l'école, avec notamment les ambassadeurs. Donc ce sont des enfants qui sont spécifiquement volontaires pour pouvoir être formés sur ces questions de harcèlement et qui vont dans certaines situations pouvoir repérer certains de leurs camarades pour pouvoir les conseiller et se tourner vers les bonnes personnes pour pouvoir être accompagnés. Vous avez cité le 30-20 aussi, qui est le numéro du ministère de l'Éducation nationale en charge justement de traiter ces situations. Sachez que le 30-18, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, a la capacité de faire remonter aussi des situations de harcèlement vécues à l'école quand ces situations se poursuivent sur les réseaux sociaux. Donc ça permet aux familles de ne pas devoir rappeler le 30-20 après avoir appelé le 30-18. Donc on a la capacité de faire remonter ces signalements de la même façon que les équipes du 30-20. Et puis peut-être on peut aussi citer les associations de parents d'élèves qui peuvent être aussi des soutiens quand parfois on est complètement perdu, et dans certains établissements c'est des instances qui fonctionnent bien et qui peuvent aussi être des supports et des soutiens importants pour les parents. Et une dernière chose que vous avez dit, et j'insiste là-dessus, et vous avez tout à fait raison, c'est que quand il y a du harcèlement au sein d'une classe entre quelques élèves, forcément tout le collège est au courant parce que ça se sait, que ça se voit, et il est important de sensibiliser la totalité de l'établissement scolaire, ou en tout cas la totalité du niveau d'âge de l'enfant concerné, pour pouvoir transmettre un message fort à tous les autres, à savoir on sait que ça s'est passé en tant qu'adulte, on s'est interposé et on vous envoie le message que ça ne doit plus se reproduire. Parce que si on ne dit rien, d'une certaine façon en tant qu'adulte, on valide le fait que la situation était quelque chose de normal. Merci beaucoup Anne de ce témoignage. On passe au témoignage de Philippe maintenant qui nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte et bonjour Samuel. Bonjour Philippe. Mes meilleurs vœux à vous deux. Bonne année, merci. Vous aussi, voilà. Philippe. Donc merci vous avez beaucoup. Connu un peu de harcèlement déjà vous lorsque vous étiez jeune, à cause de votre physique? Oui, tout à fait. J'étais plutôt retelé, va-t-on dire. Et donc, c'est vrai que ça prêtait beaucoup à ce qu'on appelle, comme disait tout à l'heure Samuel, un peu le bouc émissaire, quoi. Voilà. Donc, il a fallu, c'est vrai aussi, donner du coup de poing pour pouvoir un peu s'en sortir. Mais la différence, si vous voulez, c'est que bon, j'ai 60 ans, c'est qu'à l'époque, malgré tout, quand on était le bouc émissaire, parce qu'on parlait pas trop de harcèlement, le bouc émissaire, c'était l'usage du courant employé pour ce genre de choses-là. Ça s'arrêtait aux portes de l'école. Il n'y avait pas de harcèlement sur des réseaux sociaux, on n'était pas 24 heures sur 24 sur pression, quoi. Tandis que maintenant, les jeunes, effectivement, sont sous pression 24 heures sur 24 à cause de ces réseaux sociaux. Et donc, par la suite, ça se passait sur Paris, mais ensuite, après, je suis habité dans le sud de la France et j'ai mis mes enfants dans une institution dans laquelle aussi j'avais été jeune. Et mes deux filles, par contre, ont subi aussi le harcèlement. Alors, l'aînée, qui avait 31 ans, maintenant, actuellement, était en classe de 6e, 5e. Et j'avais été voir la directrice, comme tout parent, pour expliquer la situation et voir comment on pouvait éventuellement faire en sorte que ça s'arrête. Donc, ça ne s'est pas arrêté. Alors, je lui dis à ma fille, écoute, on va prendre les devants, je vais t'apprendre à donner un coup de pied. Un garçon qui l'embêtait. Donc, je lui ai dit, voilà, le jour où il vient t'embêter, tu cherches pas à comprendre. Et s'il y a des suites à donner, ils m'appelleront et j'irai m'en expliquer. Donc, ça s'est passé comme ça. Il est revenu à la charge. Ma fille a donné un coup de pied mal placé, va-t-on dire. Donc, le petit est resté un petit peu à l'infirmerie. Ah oui, où ça où est-ce qu'il a été donné le coup de pied? J'avais compris, Philippe. J'avais compris. Elle s'amuse avec Bravo, Philippe. Et donc, la directrice m'appelle, me dit, monsieur Morfini, comment se fait-il que votre enfant ait fait ce geste? Je lui ai dit, écoutez, je suis venu vous voir, on n'avait pas trouvé de solution, il a bien fallu qu'on en trouve une aussi à notre mesure. Donc, mais vous vous rendez pas compte, la famille risque de porter plainte. Je lui ai dit, écoutez, chacun prendra son avocat et on s'expliquera, puis c'est tout, quoi. Et ça s'est arrêté là, le petit a repris sa route, tout va bien, mais ma fille, après, n'a plus été embêtée. Et voilà, c'est radical. C'est terrible, Ça a été radical. Ouais. Et j'ai mis sa petite sœur ensuite, après, dans le même établissement, qui subissait aussi. Je pense que ça vient un peu de l'éducation qu'on a donnée. J'ai l'impression qu'on a perdu Philippe. C'est bien dommage parce que
On avait un témoignage. Bon, là c'est terrible parce qu'on voit depuis 14 heures qu'il faut que la victime se défende, quoi. Et puis avec violence en plus, c'est un peu le message qui... Et donc votre plus jeune, où on a retrouvé Philippe? Oui, la plus jeune, elle subissait aussi du harcèlement parce qu'elle était un peu introvertie. On l'avait mise dans la danse classique, dans un conservatoire, donc elle était un petit peu différente des autres et avait des jeux complètement différents. On n'avait pas de console de jeu à la maison, on ne voulait pas non plus de Facebook et toutes ces choses-là. Et donc voilà, ça retournait un petit peu à l'isolement. Alors c'était un harcèlement différent. Elle était très très isolée, des petites moqueries, mais surtout très isolée. Et comme j'étais parent d'élèves, président des parents d'élèves à l'époque, j'avais décidé avec la directrice finalement de mettre en œuvre au sein de l'établissement l'explication du harcèlement. Et j'avais contacté la professeure de théâtre et on avait mis en place différentes scénettes qui montraient différentes situations de harcèlement. Donc sur l'habillement, sur des attitudes différentes, plein de petites scénettes comme ça. C'est chouette ça. Oui. Et ça avait donné l'occasion, donc à la suite de ces scénettes, j'ai désiré que ça soit transmis donc à tous les enfants du collège. Donc on a commencé par tous les niveaux, on s'est attaqué de la 6e jusqu'à la 3e, et au final aussi avec une présentation aux parents. Voilà. Et ça a permis un peu de sensibiliser tout l'établissement à ce qu'était le harcèlement. Je dois dire que c'est ce que j'expliquais aux parents, c'est que comme je disais, à notre époque, quand on écrivait un petit mot à un camarade ou une camarade, généralement, quand on écrivait une lettre, les parents n'ouvraient pas parce que effectivement, on avait la sensibilité de dire le courrier c'est précieux, c'est quelque chose d'intime, mais généralement, on ne recevait que des bons courriers. C'était de savoir comment ça allait, des petites lettres d'amour, des petites choses comme ça. Tandis que maintenant, j'ai dit aux parents, attention, vous financez les portables. Donc c'est bien beau, vous êtes les financeurs, ça c'est d'accord, mais vous avez quand même le droit d'avoir un droit de regard avec l'enfant. Il ne s'agit pas de prendre le portable en douce, mais c'est quand même aussi une attitude de demander aux enfants de faire voir ce qui se passe sur leur portable, parce que des fois les enfants communiquent avec les parents, mais des fois ils communiquent pas du tout. Donc ils restent sur des situations qu'ils ont du mal à affronter. Et moi, quand j'avais fait cette exposition sur le harcèlement, j'avais contacté des mamans dont les enfants, eux, s'étaient suicidés. Et une maman me disait, vous savez, ma fille, elle rigolait 30 secondes avant. Et après, on l'a retrouvée pendue dans sa chambre. Donc, ça dérape extrêmement rapidement. Et il faut que les parents prennent conscience que c'est vrai qu'il y a le droit, il y a le droit au privé, mais maintenant. Il faut aider, oui. Le conseil que donne Philippe, évidemment, c'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. On communique avec son enfant et on communique. On montre qu'on a un interlocuteur effectivement privilégié, puis on sensibilise un maximum. Et peut-être aussi pour reprendre le très bon exemple de Philippe, de pouvoir faire des mises en situation. J'invite les gens qui nous écoutent à aller sur notre site internet www.e-enfance.org. Et sur notre site, on a recensé plein de vidéos, justement avec des situations de harcèlement, avec des situations concrètes qui peuvent être vécues par les jeunes. Et ce que je propose, c'est que les parents et les enfants le regardent ensemble et puis on discute tout simplement. Et d'avoir un support d'échange, ça permet souvent de faciliter justement la communication, parce que sinon parler du harcèlement, mais de quoi, de quelle manière, et de pouvoir au moins parler d'un même, d'être dans le concret, et puis de parler d'une situation qu'on aura vue tous les deux de la même manière, parents et enfants, ça permet de faire avancer le sujet. C'est vrai que c'est un mot très à la mode. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du harcèlement, mais au fond, c'est pour ça que c'était important de bien en parler aujourd'hui avec les témoignages formidables qu'on a. On a évidemment de nombreux appels, parce que ça touche évidemment beaucoup de gens. On va conclure dans un instant avec Eric qui est avec nous. À tout de suite. Avant de conclure avec Eric, Samuel Comblet, je voulais vous remercier parce que grâce à vous et à l'idée de ce thème sur le harcèlement, on fait œuvre publique. On avance, on fait notre part, comme dit le petit colibri. Et je crois que c'est important parce que il me semble que tous ceux qui nous écoutent et qui sont parents vont peut-être ce soir être un petit peu
avec une meilleure prise de conscience du danger du harcèlement pour leur enfant ou leur adolescent. Ouais, puis avec, j'espère, une prise de conscience que d'abord c'est très violent et que parfois juste quelques mots permettent de dédramatiser une situation, de pouvoir faire quelque chose d'autre dans la relation entre enfants et peut-être de rappeler, même si on l'a bien dit, que le 30-18 est vraiment là pour aider les gens, et je pense qu'en toute humilité, on a une vraie capacité d'action. On est ouvert tous les jours du lundi au samedi de 9h à 20h, c'est gratuit, anonyme et confidentiel, accessible par le numéro 30-18, c'est gratuit, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis on est accessible aussi par notre site internet www.3018.fr, par Messenger, par WhatsApp. Donc vraiment, voilà. Les juristes et les psychologues sont là pour vous aider. Et attention, vous n'allez pas ce soir en rentrant demander à votre enfant, alors est-ce que tu te fais harceler, soyez un petit peu plus... Non, mais une façon habile, très simple, c'est de dire, j'ai entendu parler du harcèlement aujourd'hui sur Sud Radio, et toi, t'en es où par rapport à ça? Est-ce que c'est un sujet dont on parle à l'école? Est-ce que tu as vu des choses? Est-ce que tu as été témoin? Est-ce que, voilà, de lancer un peu le sujet comme ça, et puis de voir comment il réagit. En tout cas, votre enfant saura que c'est pas un non-sujet pour vous, et déjà rien que ça, c'est protecteur. Exactement. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Eric. Bonjour Brigitte. C'est un plaisir. J'ai une petite histoire donc à raconter, parce que beaucoup de choses ont été dites et c'est important. Effectivement, la violence est un petit peu partout dans la société, elle commence très tôt. Même mon histoire est assez simple puisque nous sommes en 5e, 4e, 3-4 gars plus grands que les autres, et bien sûr d'autres un peu plus petits, tout simplement. On joue au basket dans la cour de récréation. On est encore en 5e, 4e. Vaut mieux être grand. Bernard et Eric, on est plein d'allants, etc. Rémi, qui est un peu plus intello, plus sympathique, qui a des lunettes. On n'en a pas encore. Il veut jouer avec nous, et pourquoi pas, mais on a l'habitude de jouer à 4 ou 5. Au basket, ça se passe comme ça. On se passe la balle, et puis au bout d'un moment, celui qui voulait faire le pivot, donc un peu plus malin peut-être que les autres, mais plus petit malheureusement, prend un ballon sur la tête et tombe. Et puis on lui dit, écoute, c'est désolé, mais tu es pas partie de l'équipe, on est trop petit pour réaliser ce que je dis maintenant, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et le lendemain, les deux parents sont convoqués, les deux parents de Bernard et d'Éric, donc moi-même et mon pote, sont convoqués, les 4 parents en fait, sont convoqués par le surveillant général et le directeur du lycée, nous sommes au lycée. Le papa, je ne sais pas quelle était sa profession, peu importe, avait porté plainte pour coups et blessures envers son fiston. Il, le soir même, est parti en pleurant, et ça on l'a vu très rapidement, nous à la sortie du lycée. Il a été récupéré par ses parents, donc ils ont porté plainte immédiatement auprès du lycée. Qu'on précise bien, vous n'avez pas fait exprès qu'il tombe. On n'a pas fait exprès qu'il tombe. Il tombe après avoir reçu le ballon sur l'épaule. Oui. Une mauvaise passe. Et donc, c'est moi quand même le bourreau. Je l'ai pris, enfin comme ça, par la suite. Par la suite, je me suis rendu compte que la société était quand même très dure et que l'apprentissage de la vie en société se faisait tout petit, vous le savez, mieux que moi. Donc voilà, ce petit exemple qui a pu entraîner ensuite un jeune homme à devenir, pas très intéressant, à devenir lui-même banquier. Je crois qu'il est devenu, tant mieux. Moi, je suis transporteur. Je m'occupe de transporter des gens et toute ma vie, j'ai essayé de protéger certaines personnes par mes boulots les uns après les autres, plus humbles les uns que les autres, mais intéressants. Et une vie passionnante avec 3 métiers différents. Mais ça, c'est très perso. Voilà, donc je pense que la violence des réseaux sociaux, par contre, et ce que vous avez dit et les témoignages ont été vraiment intéressants, parce que c'est là que ça se passe à l'heure actuelle. Et l'anonymat des harceleurs, puisque c'est des harceleurs, les gens qui donnent des informations qu'ils ne devraient pas donner, à beaucoup de niveaux, perturbe beaucoup notre société actuelle, et c'est un peu embêtant parce qu'on s'aperçoit que on ne peut pas tout mélanger, mais vous avez parlé du privé et du public en ce qui concerne les écoles. Là, vous n'êtes plus avec moi, Brigitte. Si, on est là, on vous écoute. Oui, vous êtes toujours là. Oui. D'accord. Pardon, monsieur. Oui. Je crois que la violence qui se passe, c'est les dictats des réseaux sociaux qui embourbent beaucoup de gens. Je parle comme un sudiste que je suis. L'éducation dans le privé a amené beaucoup de jeunes bourgeois et moins enfants de la bourgeoisie avec une éducation sélective un petit peu, et tant mieux pour eux, ils ont un réseau et tant mieux s'ils en profitent. Et dans le public, moi je crois au contraire, par rapport à ce qu'a dit la dame précédente, qu'on se frotte à la vie et on a tous les niveaux de classe sociale, puisqu'il faut parler simplement. Et c'est là qu'on se frotte à la vie réelle, puisqu'ensuite dans l'entreprise on va vivre les mêmes choses, soit dans le public ou dans le privé.
Oui, mais Eric, vous étiez, vous étiez conscient, sans doute que le fait d'avoir été convoqué, vous avez pris d'autant plus conscience que c'est pas bien de faire tomber un gamin, même si, encore une fois, vous n'étiez pas coupable. Bon, mais vous auriez fait exprès de le faire tomber. Peut-être que ça vous aurait fait rigoler d'avoir ce rendez-vous qui, de toute façon, ne vous a pas puni. On a été très surpris, parce que nous-mêmes, on n'avait pas été prévenus, nos parents. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est déjà bon, c'est très bien de réunir et puis de faire prendre conscience, etc. Mais s'il n'y a pas de sanction. Moi, ce que je crois quand même, vous voyez, j'ai jamais été pour la suppression des notes, j'ai jamais été. C'est triste, mais quand on apprend la vie dès notre plus jeune âge, mais si on est dans une horizontalité totale, qu'est-ce que vous voulez, les enfants, ils voient pas la différence entre le bien et le mal, tout simplement. Complètement d'accord avec vous. Vous aviez vous aviez votre surmoi, vous aviez cette notion de. J'ai eu cette perception très rapidement qu'il y avait des classes sociales dès la 4e et que lorsque j'ai commencé à faire la cour à une jeune fille à côté de moi qui sentait très bon la pomme, qu'elle m'a dit non, Eric, tu n'es pas du même milieu que moi, mon père est maçon et tu te rends pas compte, toi tu as de l'argent. J'ai dit non, mes parents ont de l'argent, ça n'a rien à voir avec notre histoire, vous voyez. Mais la société en général a fait cette ségrégation et vous avez raison, l'égalitarisme à tout prix. Le milieu du rond pour tout le monde, c'est pas une bonne chose, mais ça, c'est la société qui. Non, mais ça, je pense qu'on peut mélanger les niveaux sociaux, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelait avant un peu d'autorité. Et vous voyez, moi, par exemple, je trouve ça aberrant. La politesse, c'est devenu presque un truc ringard. Voilà. On est vieux jeu, Madame Lahaye, nous sommes vieux jeu. Non, mais sans être vieux jeu, je suis pas pour qu'on me fasse le baise-main, c'est pas la question. Mais je vois la portière. Je tiens la portière aux dames. Mais bon, il y a la porte dans les restaurants. Vous voyez, je pense qu'on est en train de perdre des repères qui étaient peut-être un petit peu trop rigides au début des années 60, mais qui quand même sont indispensables. De toute façon, on le voit bien. Enfin, je veux dire, tout le monde le dit. On l'entend dans tous les niveaux sociaux, dans tous les métiers. Il y a quelque chose qui va plus, quoi. Alors après, comment on redresse la barre moi, j'ai pas la réponse. Et s'agissant des réseaux sociaux dont vous parliez, Eric, comme étant quand même vecteur de beaucoup de harcèlement, vous avez raison. C'est vrai que le cadre dans la sphère numérique, il est quand même très très peu présent et les parents ou les adultes en général sont quand même de faibles préconisateurs de bonnes pratiques et de bons usages du numérique. C'est facile d'être un corbeau dans les réseaux sociaux. Exactement. Pour utiliser un mot de l'ancien temps. Exactement. Et les jeunes, du coup, se débrouillent comme ils peuvent et comme il n'y a pas de cadre, ils s'emploient comme ils le souhaitent à échanger entre eux, mais le problème c'est toutes les dérives qu'on a entendues cet après-midi. Oui, c'est normal que les jeunes se débrouillent comme ils peuvent. C'est normal. Il faut des règles, comme dans tous les réseaux sociaux. Ils apprennent la vie et on leur donne pas tellement de leçons, donc voilà, donc c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Bon, écoutez, merci Eric. En tout cas, je trouve ça chouette de terminer par ce témoignage quand même très positif et voilà. Bon, après, je crois qu'il y a encore il y a beaucoup de travail, mais comme je le dis souvent, je l'ai dit sur les questions de l'inceste, je l'ai dit sur les questions de la violence conjugale. Déjà, on n'est plus trop dans le déni de ces choses-là. Je veux dire, on en parle de plus en plus et c'est quand même déjà un bon début. Déjà de prendre conscience que ça existe et qu'il faut faire quelque chose. Ouais. Après, on va faire ce qu'on peut, chacun. Exactement. Et on a fait au moins ce qu'on a pu pendant 2 heures. Voilà, je rappelle le numéro 3018, si vous avez besoin de Samuel Comblès, vous l'avez compris. Il est là pour vous aider. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Demain, on sera avec Lucie Vincent. On va parler de notre corps, comment être en meilleure relation avec notre corps, sexuellement, sportivement, sur le plan du vieillissement, de la santé. Bref, on va faire parler le corps demain.